Isaka à Yaoundé, Stéphane Akoua distille depuis 2014 des cours mêlant esthétique audacieuse, méthodologie innovante et harmonie environnementale. Aussi à l'aise dans un amphithéâtre que sur les plateaux de télévision, le chercheur à la fondation Paul Ango Hello aime transmettre sa passion, un indicateur pertinent de l'univers urbain. Observateur de la scène camerounaise qui jongle quotidiennement avec plusieurs casquettes. Docteur en sciences politiques, grand amateur de culture, politiste, fou de politique, dévoreur de livres. En exemple, le best-seller Une brève histoire de l'humanité de l'Israélien Yuval Noah Harari. Stéphane Akoua, avec son grand front têtu, n'a de débonnaire que le large sourire qui si souvent lui sert de paravent. En réalité, c'est un homme très tenace, un vrai coureur de fond justement, et sa force vitale, mise au service de certaines valeurs citoyennes, patriotiques, lui confère une puissance de persuasion instinctive, humaine, une force tranquille à la camerounaise qui séduit bien. Ce soir, face à Jolé Koum, l'universitaire de 57 ans compte bien mettre l'art au service de la politique. Bienvenue dans le grand salon. Alors, que restait-il à faire à accueillir notre invité de ce soir? Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rico, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté de venir. Plaisante, un peu compliqué pour accéder jusqu'à Sandra Barbara, mais je suis là et c'est le plus important. Ben, on n'a pas l'impression que vous avez pris quand même des dispositions parce que, pour peut-être le dire, vous êtes là depuis à peu près 1 heure de temps, hein, avant le début de l'émission. La ponctualité, c'est nécessaire, il me semble. La ponctualité, c'est nécessaire, je pense que je croyais que vous alliez utiliser... tout à l'heure, on a parlé de... Oh, c'est ça, non? Le sport, oui, bien sûr. Comme tous les Camerounais, j'aime le sport, le football notamment, mais pas seulement, oui. Comme quelqu'un avait dit, il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur. Donc je suis de sport réservé. Voilà, je suis pleinement Camerounais sur ce plan-là. On va également parler un peu de la rentrée. Marronnier, c'est ça, tous les mois de septembre, oui, la rentrée. Vous êtes aussi un peu journaliste, non? J'ai beaucoup fréquenté les plateaux, notamment d'autres avec vous d'ailleurs, pour tout dire. Et oui, on finit par... nous sommes les marronniers, on suit tout le temps, on revient sur le même sujet. Mais ça réveille. Et puis ça permet de saisir la circonstance. Aujourd'hui, c'est une rentrée qui ressemble un peu à d'autres. Mais est-ce qu'elle va être la même chose? On aura l'occasion de revenir sur la question parce qu'on a toujours des menaces qui attendent la période de rentrée. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'était pour nous permettre de dégrainer quelques sujets qui vont constituer l'ossature de la séquence réservée à l'actualité. D'accord. Pour l'instant, nous allons parler de ce qui nous concerne, en tout cas dans la programmation de l'émission. Et c'est pour ça que nous allons appeler le réalisateur Roméo Nemangou, qui est devenu Roméo à Nemangou à Yaoundé, pour qu'il nous envoie le prochain élément de cette émission. Et le prochain élément, c'est le Vox Pop. Vous allez écouter vos compatriotes tout à l'heure. Et vous connaissez la question? Je vais vous la donner. Nous demandons aux compatriotes ce question que d'aucuns ont estimée osée ou provocatrice ou alors peut-être d'actualité. Les uns et les autres comprendront pourquoi tout à l'heure quand nous allons échanger. La question c'est, en cas de nouvelle élection aujourd'hui, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, est-il capable de gagner le rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'ouest? C'est la question que nous posons à nos compatriotes. Nous allons suivre les réponses que nous avons pu recueillir à Yaoundé. A tout de suite. Quand on voit la récente descente du président national du MRC à l'ouest, on peut se dire que oui, cela peut se faire parce qu'ils se sont mobilisés et beaucoup ont donné leur aval, n'est-ce pas? Comme dès le départ, dès ces points de vue également. Je pense aussi qu'avec la descente du secrétaire général et le comité central de ce côté-là pour une mission de réconciliation, je pense également que c'est là, on va devoir attendre voir les résultats de cette descente-là.
Peut-être après ça, on peut se dire le RDPC peut maintenir son cap à l'ouest et tout. Donc, je pense que c'est une opinion très partagée, selon moi. Bon, c'est une probabilité parce que le MRC, c'est le parti du président Maurice Kamto qui est natif de la région de l'Ouest. Donc, la population de l'Ouest ne peut pas quand même rejeter leur fils. En réalité, ils doivent d'abord favoriser le parti de leur fils, qui est le président Maurice Kamto. Donc, c'est probable que le MRC peut gagner dans la région de l'Ouest. Si en réalité, s'il faut dire, si moi je suis de l'Ouest, je ne peux pas quand même voter un autre parti, autre que le MRC, parce que c'est le parti de mon père, c'est le parti de mon frère. MRC a sa base à l'Ouest, comme son président, M. Maurice Kamto, est issu de la région de l'Est, de l'Ouest. Donc c'est probable qu'il gagne là-bas. Mais, comme on dit souvent, le football se joue au stade. Et on sait que celui qui nous gère joue bien toujours au stade. Donc attendons au résultat au stade à la fin de 90 minutes. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que RDPC est bien placé là-bas. Bon, on a vu avec les désordres que MRC a fait là, vraiment, la population n'a pas confiance avec ces gens-là. Nous voulons la paix dans ces pays. C'est pour cela que vraiment RDPC peut gagner là-bas facilement. Non, 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 ça n'a jamais été. Ils ne peuvent même pas, pour rien au monde. Parce que même l'Ouest, même, les gens de l'Ouest même votent plus le RDPC. Il y a beaucoup de bureaux nationaux là-bas, de ce côté-là. Le MRC ne peut jamais gagner là-bas. Le MRC ne pourra jamais gagner le RDPC à l'Ouest. Parce que le RDPC est ancien à l'Ouest. Le MRC, c'est un parti d'hier. Ils ne peuvent jamais gagner. L'Ouest est toujours resté ancré dans ses traditions. Et quand un fils du village veut braver une élection nationale, il commence par gagner dans son fief. Le cas échéant, ce sera pas un vrai fils du village. Ou alors, il n'aspire pas, il ne donne pas satisfaction au village. Mais c'est le contraire qui nous étonnerait que Kamto ne puisse pas passer chez lui à Baham, par exemple. Politique, il n'y a pas de certitude et que tout peut arriver. Dans un contexte d'élection transparente, le MRC peut gagner le RDPC. Déjà que c'est une région d'où est originaire Maurice Kamto, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et qui est populaire dans la région de l'Ouest. Alors, si les élections sont transparentes, démocratiques, le MRC peut vraiment gagner le RDPC à l'Ouest. Parce que en politique, rien n'est certain. Je peux vous répondre de manière très affirmative que le RDPC, c'est un rouleau compresseur et que je ne vois pas un parti qui est en train de gagner le RDPC à l'Ouest. Le RDPC est le parti le plus représenté jusqu'aux cellules dans tous les quartiers et à l'Ouest. Or, les autres partis dont vraiment ça m'embête même de prononcer le nom, ils sont nés hier, ils sont installés où? C'est parce que quand il y a de petites rencontres, les gens quittent même les bandits quittent les quartiers, ils sont là. Parce que moi, j'ai eu à visiter certains bureaux de vote lors de certaines échéances. Tu vois, beaucoup même, ils viennent là, ils n'ont même pas de carte d'électeur. Hein. Ils n'ont pas de carte d'électeur. Donc, ils font de bruit dans le vide. Le RSC s'est implanté quand? Pour qu'il gagne le RDPC dans l'Ouest. C'est pas tout le monde qui va des pieds et des mains pour dire qu'il doit aller gagner le RDPC qui a déjà une base bien fondée. Le MSC n'a pas une base. Et entre-temps, quand tu fuis l'ennemi, tu vas combattre l'ennemi comment? Quand tu n'es pas à côté de l'ennemi, tu ne peux pas savoir ses faiblesses. C'est la grave erreur que le MRC a fait. Il doit s'implanter d'abord avant de commencer à bousculer. Tant qu'il ne s'implante pas, c'est pas parce qu'on fait de bruit qu'il a fait un petit meeting, il a eu un peu de la population qui croit qu'il est déjà parti. Il n'est pas parti nulle part. On joue sur la base. Quand un parti a une base,
Il n'y a pas à démontrer. Jamais. Parce que bon nombre de gens de l'Ouest, c'est-à-dire Bamileke en général, n'adorent même pas, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la politique. Leur politique, c'est, n'est-ce pas, dans le commerce. C'est focalisé dans le commerce. Raison pour laquelle il ne peut pas avoir match entre, n'est-ce pas, les opposants et, n'est-ce pas, le parti au pouvoir. RDPC et la MSC. À l'Ouest, il n'y a pas match. Oui, il n'y a pas match. Cette prochaine élection, la RDPC va gagner la MSC. Parce que à l'Ouest, il y a beaucoup de populations qui sont pour la RDPC. Alors, tandis que la MSC est en train de faire ce qu'on appelle la publicité. Donc, il bavard. Au contraire, ce qui est le plus important, c'est la carte d'électeur. Vous arrivez à l'Ouest, on appelle les gens pour qu'ils viennent faire la carte EFI. Oh, je sais que la RDPC est en train de faire ce qu'on appelle la carte. C'est la ligne qui va déterminer tout. Mais, moi je vois que c'est la RDPC qui va déterminer qui sera le vainqueur. Prof, nous n'avons aucun indicateur de ce que il y a une élection qui pointe à l'horizon, mais nous avons simplement fait un peu comme à votre école, interroger quelques signaux et s'est dit, ben voilà, et cette question, je ne sais pas comment vous la trouvez, comment vous la jugez, elle est partie d'un débat parce que l'arrivée du SG, du comité central du RDPC, a été précédée par un meeting du MRC à Bafoussam, à l'Ouest. Et dans les commentaires, dans les débats, il y a des gens qui ont estimé que le MRC faisait un peu plus foule, réunissait plus, alors qu'on estimait que la maison du parti à Bafoussam n'avait pas réussi à faire le plein. Le Noun, qui est le fief d'un parti, l'UDC, de feu Amadou Damjoua. Donc, il me semble que déjà, quand on dit l'Ouest et on assimile l'Ouest à l'Ouest Bamileke, on commet une erreur sociologique qui déjà oriente les réponses, mais malheureusement les oriente dans une mauvaise direction. Premier point. Deuxième point, toujours le fantasme de l'affrontement. Parce que Maurice Kamto a tenu un meeting et que le secrétaire général du RDPC ensuite se retrouve dans cette ville de Bafoussam, on pense que ce match est déterminant et qu'il sera celui qui va décider du sort du Cameroun, de l'avenir de notre pays. Erreur. Premièrement parce que l'Ouest numériquement ne représente pas, quand on fait la somme des 10 régions, la plus importante en capital électoral. Gagner l'Ouest ne suffit pas de gagner le Cameroun. Donc si vous gagnez des élections dans une région, mais les 9 autres, vous n'arrivez pas à faire un score honorable, vous ne pouvez pas penser, pour une élection nationale, avoir un succès qui vous établira comme parti pouvant remplacer le RDPC. Troisième point, et qui là aussi peut être dérangeant, ensuite chacun apprécie cela, c'est évidemment l'assignation à résidence identitaire. Maurice Kamto est originaire de l'un des départements de la région de l'Ouest, donc le MRC est un parti de l'Ouest. Il a commis, moi de mon point de vue, une erreur de revenir en politique récemment par la ville de Bafoussam, mais je crois qu'il cherche, lui, Maurice Kamto, à être un Camerounais et donc à faire en sorte que son parti puisse gagner au-delà de quelques limites socio-culturelles, socio-ethniques notamment. Et donc, si à chaque fois on pense qu'une personnalité n'est représentative ou utile que dans une aire géographique déterminée, à la fois on ne fait pas de politique et surtout on ne peut plus parler d'élection parce que, évidemment, à ce moment-là, chacun n'aura de score que celui qui correspond à ses cousins, frères du village, et avec des limites selon les ethnies, selon l'importance des groupes ethniques, sachant que numériquement, il est difficile de dépasser les 200 000 à 300 000 personnes par clan ou lignage, selon la façon dont on calcule ou on estime l'ethnie. Donc moi je trouve que c'est intéressant. La mauvaise question posée et quelques réponses qui sont tout aussi mauvaises nous montrent à quel point il est intéressant de constater que nous sommes encore à ce que je considère comme étant un niveau infra-politique, donc infra en dessous de la politique, et pas encore dans ce
à cet âge, ce moment de notre vie, de notre existence, où réellement la chose démocratique serait la plus partagée, la mieux partagée, en tout cas la mieux pratiquée par tous, vous les journalistes et nous les observateurs. Pouf, je peux vous l'accorder, même si je vais essayer de vous forcer les guillemets pour parler de mauvaises questions. C'est une question qui est posée et qui nous donne du grain à moudre. Reparcourons un peu les partis politiques au Cameroun, y compris le parti dominant. Vous avez l'impression qu'il y a un parti dont le chef est d'une région et qui puise sa force dans une autre région, qui considère une autre région comme son bastion. Vous avez souvent entendu des débats, même en parlant du Rassemblement démocratique, lorsqu'on parle de la région du Sud, la région d'origine du chef de l'État, du président du parti, que là-bas, c'est le 100% qui est valable. Est-ce que ça ne rejoint pas cette même connotation où on essaie de rattacher chaque région à un chef politique? Vous l'avez même d'ailleurs dit dans votre propos, en essayant de faire la différence entre le département du Noun, avec l'histoire politique qu'on connaît à ce département, et l'ensemble de la région, ou alors les autres départements de la région. Mais nous avons posé une question à l'ouest, c'est-à-dire que à la sommation de tous les résultats obtenus à l'ouest, est-il possible que le MRC vienne avant le RDPC, qui prendra des voix partout, comme il y a des militants du MRC dans le Noun, et on ne l'ignore pas. Alors, vous posez une question, je vais la juger intéressante. Ensuite, la réponse dépend de l'âge que nous avons et de notre parcours dans l'histoire du Cameroun. L'UNC d'Amadou Ahidjo était un parti du Sud. Donc Amadou Ahidjo avait sa popularité et tirait sa légitimité du fait d'être associé à des grands barons du Sud, à Issim Vondo notamment, par exemple, Félix Sabaleko aussi, le Grand Sud, au sens de ce qui se trouve en dessous de la Damawa. Donc il est arrivé dans notre histoire que l'appartenance à une région ne soit pas un facteur déterminant, ou au contraire, parce que justement, un leader était en minorité dans sa région, c'était le cas d'Amadou Ahidjo, il trouve des ressources dans les associations, les collaborations qu'il pouvait entretenir avec d'autres leaders venus de régions qui n'étaient pas sa région d'origine. On l'a peut-être oublié. Aujourd'hui, on fonctionne effectivement dans un système qui vous renvoie à votre origine, ce qui est parfois très embarrassant. Dans un cas comme le mien, par exemple, né à Yaoundé, je me revendique yaoundéen et j'ai du mal à croire que mon espace d'expression devrait se limiter à celui de mon père ou de mon grand-père, natif de quelques hameaux bien plus loin que Yaoundé. Et nous ne voulons pas combattre cela. Et comme nous ne combattons pas cela, nous sommes malheureusement devant nous à devoir décider, déterminer pour qui nous avons une préférence, à qui nous allons confier notre destin. Et ce que je regrette, c'est que chacun, les électeurs peut-être d'une certaine manière, mais vous aussi les journalistes malheureusement, chacun a accepté cette idée-là. Et personne n'a pensé combattre cette idée-là, non pas par générosité humaniste ou quelque chose de cet ordre-là, mais par simple réalité de ce qu'est le Cameroun. Il se trouve que je vivais à l'extrême nord, à Marois plus exactement, pendant les années où on a beaucoup parlé du G11. J'habitais à Marois, je travaillais à Marois, et j'entendais de choses sur le G11 que quand je revenais à Yaoundé, et je me retrouvais les week-ends ici, avec des amis qui racontaient ce que le G11 avait envie de faire, pensait faire, voulait faire, etc. Et j'étais très étonné. Je leur dis, mais votre histoire, c'est Yaoundé. Là où je vis, là où je travaille, là où je passe l'essentiel de mon temps, on ne sait pas du tout ce que c'est que le G11. Donc comment voulez-vous qu'un groupe d'individus, inconnus dans toute une partie du Cameroun, qui n'est pas la plus petite de ces parties du Cameroun, pourrait envisager avoir pour lui la possibilité d'exercer le pouvoir? Ça m'étonne. Et donc, personne n'a encablure du palais des Toudis, que peut-être votre tropisme est plus orienté vers ce palais-là que vers le reste du Cameroun. Mais quand on veut faire de la politique,
on essaye toujours d'avoir 50% des voix plus une, et pas seulement de capitaliser dans un espace. On aurait un système politique à l'américaine, avec une forme de péréquation entre les régions et des systèmes de grands électeurs, qui d'ailleurs aux États-Unis, ces systèmes-là fonctionnent pour justement permettre aux petits États, notamment ceux de la côte Est, de ne pas être lésés quand l'élection arrive, parce que de grands États, numériquement, démographiquement plus importants, gagneraient forcément toute l'élection. On pourrait dire, oui, l'Ouest, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, moins peuplé que l'extrême Nord ou le Nord, aurait une chance de pouvoir faire basculer l'avantage vers un candidat ou vers un autre. Mais nous sommes dans un système qui reste encore simplement uninominal à un tour, et qui veut dire que chaque voix compte. Et quand maintenant vous faites la cartographie électorale, quand vous associez toutes les 10 régions du Cameroun, le centre, sud, est, littoral, sud-ouest, nord-ouest, Adamawa, nord, extrême nord, vous voyez bien qu'il ne suffit pas d'être très fort dans une région. Même si vous arrivez à faire 100% de voix dans cette région, il vous faut plus que cela. 1, sur le plan, je dirais, du comptage, et puis 2, sur le plan de la légitimité. Parce que vous aurez du mal ensuite à expliquer à tous les Camerounais que vous êtes leur président, si en réalité vous n'avez été fort et le premier que dans une seule ou 2 ou 3 régions. Pour être le champion des Camerounais, il faudrait être celui qui a au moins gagné 5 régions plus une. Ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, effectivement, au-delà de l'espace que l'on vous a attribué, vous êtes représentatif, vous êtes apprécié, vos idées sont écoutées, et il y a des populations qui ne se reconnaissent pas en vous parce qu'ils sont cousins. Donc le débat serait pour très profond. Aller plus loin. Je ne vous coupe pas, mais le débat serait très profond si on voulait insister davantage, parce qu'on convoquerait, pourquoi pas, le nombre d'inscrits que certains estiment généralement très faible par rapport à l'ensemble de la population. Beaucoup sont d'ailleurs arrivés même à des conclusions, même si on peut les qualifier d'intime et tout le reste, mais à penser que pour une bonne légitimité, il faudrait qu'il y ait plus d'inscrits, en tout cas que cela reflète la réalité de la population camerounaise telle qu'elle est aujourd'hui. Je quitte cet aspect, je peux prendre un autre aspect en parlant des partis politiques. L'expression politique à l'époque du parti unique, à l'époque de l'UNC, pour être plus précis, ne peut pas s'apprécier. Je vous ai souvent écouté, je vous ai souvent entendu, en face de moi ou dans d'autres espaces où vous vous exprimez. On ne peut pas parler de l'UNC de l'époque de Haït de la même manière qu'on parle de l'avènement de la démocratie avec la multiplicité des partis politiques. C'est ce qui nous a amené quelquefois à vous poser des questions que vous pouvez trouver peut-être orientées ou osées ou mal placées. Nous vous le concédons. Mais nous sommes là également pour permettre que le débat avance, que même les zones d'ombre qu'on essaie de gratter un peu pour permettre aux uns aux autres de comprendre. Et c'est l'intérêt que nous avons à vous avoir sur ce plateau ce soir. Nous allons partir de cette rubrique pour revenir, commencer à parler de l'émission, parce que l'état des lieux ce soir, c'est pas important pour nous. Nous allons prendre juste une petite respiration et nous allons revenir à la thématique centrale, qui est également la grande question, qui va nous ramener sur les mêmes éléments que nous avons déjà commencé à convoquer, notamment à savoir quel Cameroun politique en cas d'élection anticipée. C'est la thématique de ce soir. Et je reviens avec le prof pour d'autres questions qui nous permettront de mieux apprécier notre univers politique national. Alors, on a commencé, hein, peut-être qu'on va y rester. Quand vous avez reçu la thématique, vous êtes déjà sur le plateau, ça vous a inspiré quoi aussi? J'étais très curieux de savoir ce que vous aviez envie de savoir, justement, parce que je trouve que considérer déjà le fait que nous puissions vivre une élection anticipée était audacieux. Et je voulais avec vous échanger sur votre audace, parce que cela m'étonne. Je reste républicain, convaincu qu'il faut travailler sur la durée des mandats et
penser à l'élection future quand on sait qu'on arrive à l'échéance de ce qui a été accordé au candidat gagnant de l'élection précédente. Mais si vous pensez qu'il peut y avoir anticipation, on peut en discuter, on peut échanger là-dessus, on peut donner des points de vue et vérifier ensemble quelques hypothèses. Je ne refuse pas cela. Alors, ça veut dire que pour vous, il est à exclure une possibilité d'élection anticipée? On a parlé d'élection au pluriel, hein. Ça veut dire que ça peut être une élection législative. Il y en a déjà eu dans ce pays. Ça veut dire qu'il peut avoir, on peut parler de l'élection présidentielle. Quel que soit ce que dit la Constitution, nous connaissons les procédures. Une élection présidentielle anticipée, il y en a déjà eu ce pays. Pourquoi vous excluez cela en ce moment si précis? Je travaille sur la base de, justement en parlant d'hypothèses, de deux hypothèses. La première, c'est que le système en place, ce que l'on appelle le pouvoir, n'est pas dérangé par la situation que nous vivons. Il n'a aucun besoin de modifier quoi que ce soit parce que tous dans ce système sont convaincus de faire un job correct, convenable et qu'il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Donc ce sont... Il était dérangé en 84? Il était particulièrement dérangé, oui, à ce moment-là. Il y a quand même eu... Parce qu'il y a eu élection présidentielle anticipée? Il y avait... En 1984. Il y avait un héritage. Ouais. Il y avait la sortie d'une période, vous avez souligné la particularité de ce qu'était le temps de l'UNC, et il fallait se réajuster et se donner une légitimité. Une nouvelle légitimité, et de ne pas être celui qui termine un mandat ou un cycle, mais au contraire celui qui a un mandat et qui le commence pleinement et qui donne le tempo à tout ce qui va suivre, évidemment, au niveau législatif et municipal, que sais-je encore. Donc là, nous n'avons plus ces obligations-là. Enfin, eux n'ont plus les mêmes obligations, nous les observons et nous regardons effectivement un système qui ne se remet pas en question, puisque malgré les critiques, malgré les colères, rien ne change. On voit un système qui, de toutes les façons, ne s'ajuste pas à certaines préoccupations. Entre le moment où l'élection présidentielle a eu lieu et le moment où le Premier ministre a été changé, il s'est écoulé un temps très long. Les élections, qu'elles soient municipales, législatives, sénatoriales ou aujourd'hui les régionales, n'ont pas donné lieu à de réajustements. Bien au contraire, tout a continué comme si de rien n'était. Et donc je ne vois pas ce système se sentir obligé de réagir à ce qui peut avoir changé dans à la fois la configuration nationale, quelques situations. Vous avez évoqué en entame les troubles éventuels dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à cette période de la rentrée. La phase de crise, quand elle était la plus critique que nous imposait Boko Haram, n'a pas produit de modifications notables. Ce qui se passe dans le monde, dans le reste du monde, en Afrique centrale notamment, ne nous perturbe pas particulièrement. Donc, je ne sais pas pouvoir travailler sur de possibles changements liés à des conjonctures, qu'elles soient locales ou internationales. Première série de réflexions, première hypothèse. Deuxièmement, par ailleurs, il faut bien comprendre que si vous voulez changer, ce que beaucoup de gens souhaitent, peut-être je fais partie des gens qui le souhaitent, je suis parmi cette catégorie-là de gens qui voudraient que les choses changent, évidemment, il faut savoir trouver les personnes pour changer. Et quand on voit aujourd'hui les effectifs qui s'activent en politique au Cameroun, on peut bien se demander d'où viendra la nouveauté, d'où viendront ces nouvelles personnes qui apporteront un changement. Comment seront-elles fabriquées? Quel est leur parcours, l'expérience ou les espérer du changement? Pour pouvoir produire du changement. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un décret à 17h qui va juste faire tourner les chaises et permettre à celui qui était au ministère A de passer au ministère B, celui qui était sous-ministre C devenir ministre D. Non, c'est plus compliqué que cela. Il faut bien évidemment que le changement soit animé par des figures et des idées nouvelles, mais il faut aussi que le changement peut-être soit celui qui touche à la structure du dispositif institutionnel. Et ce changement-là, une fois de plus, il est peut-être espéré, il est estimé nécessaire, mais rien ne nous dit que c'est ainsi
que ceux qui sont en charge de nos destins et de nos destinées aient envie de faire et de procéder et de pratiquer. Merci, professeur. Nous allons continuer. La thématique telle que je l'ai rappelée tout à l'heure et telle qu'elle s'inscrit, elle se montre là au bas du petit écran. De ceux qui regardent le grand salon ce soir, je voudrais m'arrêter sur deux termes ou alors deux expressions. Vous avez Cameroun politique et puis vous avez élection anticipée. Nous avons parlé tout à l'heure un peu de l'élection anticipée et je vais revenir à la question. Mais revenons au Cameroun politique. Vous présentez le Cameroun politique aujourd'hui. Vous le présentez comment? Vous dites il y a le RDPC qui donne le là, qui n'est pas bousculé. Ça, vous l'avez déjà dit dans votre prise de parole tout à l'heure, qui n'est pas gêné, qui n'est pas bousculé et qui poursuit son bonhomme de chemin tranquillement pour qu'on imagine qu'il y a une circonstance qui l'oblige à faire de grandes choses comme une élection anticipée. J'ai travesti vos propos? Tout à fait. Parce que j'ai jamais J'ai senti votre gêne. Je n'ai pas utilisé le terme RDPC quand j'ai parlé de ceux qui... Est-ce qu'on fait la différence entre le RDPC et le pouvoir régnant? Tout à fait. Vous faites la différence? Exactement. Et je pense que c'est un élément intéressant dans notre sociologie politique. Le premier parti au Cameroun n'est pas le RDPC, c'est la fonction publique. Ceux qui dominent le jeu des échanges, des programmes, des projets, et éventuellement qui déterminent la bascule possible, ce sont les agents de l'État. Ce ne sont pas les acteurs politiques de mon point de vue. C'est-à-dire que... Vous faites la différence entre un agent de l'État et un militant? Oui, chacun a une conscience militante, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, premièrement, la vie est rythmée par les changements, notamment de statut ou de revenus des fonctionnaires. Quand quelques fonctionnaires, ils ne sont pas des millions, gagnent une augmentation de salaire, tous les prix sur les marchés flambent, on connaît des hausses, on connaît une émotion, alors que beaucoup d'autres Camerounais, tous les autres Camerounais, les 25 et quelques millions d'autres Camerounais qui ne sont pas fonctionnaires, n'ont pourtant pas bénéficié de la même hausse et du même avantage. Quand aujourd'hui vous avez la nomination de l'un de vos parents ou amis au poste de proviseur ou de délégué départemental ou d'arrondissement dans quelques démembrements de l'administration, c'est la grande émotion, c'est la fête, c'est une messe action de grâce et que sais-je encore, alors qu'il n'occupe qu'un tout petit poste dans un mouvement, dans un ensemble, le maillon d'une chaîne très longue et très très longue et encore plus longue qu'on ne l'imagine. Mais cela chamboule tout et la vie d'une famille, la vie d'un village s'en trouve bouleversée. Par ailleurs, tous ceux du village, paysans, éleveurs, artisans, qui n'ont pas cet avantage, ne pourront pas dire que eux sont réellement impactés. Et je termine par ce qui est aujourd'hui très important. Vous le savez, vous commentez cette actualité régulièrement, en tout cas vous la rapportez, c'est notamment la conduite des affaires de la République et la gestion d'un certain nombre d'opérations qui sont directement déterminées à partir du palais présidentiel, à parler d'étoudis, et surtout pas, et plus jamais, conduite par celui dont la fonction, nous dit la Constitution, est d'être le chef du gouvernement, qui, chef du gouvernement, est responsable de ses actes devant l'Assemblée nationale, nous dit encore une fois la Constitution. Ça veut dire que la dimension politique, qui est de recenser la demande sociale, de la convertir en projet et programme, d'assurer au niveau opérationnel la conduite de ces affaires-là et de rendre compte devant la représentation nationale, Assemblée et Sénat, tout cela a été oublié pour seulement avoir des instructions données par un agent de l'État, haut fonctionnaire, très haut fonctionnaire, je vous l'accorde, mais qui n'est qu'un agent de l'État, sans mandat politique, sans pouvoir politique de fait et sans responsabilité politique pour les actes qu'il a posés. Et cela ne dérange personne. Donc quand vous me demandez où en est le Cameroun politique, je vous demande, oui, allons-y, examinons ensemble ce Cameroun politique et considérons les acteurs de ce Cameroun politique. Je termine rapidement en disant... Vous n'êtes pas bousculé, une allez-y, chose, prenez votre temps.
Oui, mais je sens que vos questions arrivent en abondance et je voudrais vous laisser poser. Aujourd'hui, Cameroun politique, quel Cameroun politique? Si nous examinons ceux qui étaient candidats tout récemment à la dernière présidentielle 2018 oui. et ceux qui sont devenus aujourd'hui. Si vous avez, alors je ne vais pas venir tout de suite sur la question des élections anticipées, mais si vous avez un moment politique qui se joue, combien de ces acteurs-là sont encore opérationnels à la date où nous échangeons désormais? Très peu, pour ainsi dire qu'un seul, le président de la République. Et ce qui donc voudrait dire... Les militants du PCRN, du MRC, ne vous le pardonnerez pas, prof. Le MRC s'est exclu d'un certain nombre de champs du possible, champs au sens labour du terme, en décidant de boycotter les législatives, les municipales. Voilà. Et donc, il existe dans les cœurs de ces militants, sympathisants et de ceux qui veulent évidemment le voir triompher, mais il n'existe pas dans l'espace politique tel qu'il est normé parce que présent dans les assemblées, Assemblée nationale, Sénat, et assemblées municipales que sont les conseils municipaux et régionales, etc. Donc, quelle politique fait-on si on n'est pas dans ces arènes-là, premièrement? Quand vous dites maintenant le PCRN, oui, il faudra savoir si la stature que M. Cabral-Libi essaye de se donner, et il fait beaucoup d'efforts, et on peut le souligner, en étant présent, actif, s'exprimant, dénonçant, etc. Si cela sera validé par les électeurs, qui diront finalement il a pris de l'étoffe, il s'est montré capable de nous défendre et on souhaite qu'il continue ce chemin-là et qu'il franchisse quelques échelons, c'est éventuellement possible, à condition qu'il gagne l'un des combats politiques nécessaires dans toute vie politique, c'est celui de l'arrangement à l'intérieur de la formation que l'on dirige ou à laquelle on appartient. Parce que vous avez à l'image la troisième figure, celle de Joshua aussi, qui, là on le sait bien, à la fois malheureusement par le score qu'il a produit en 2018, mais aussi parce que tout ce que l'on sait des changements à venir au sein du SIF ne nous laisse pas penser qu'il sera évidemment celui qui va à nouveau porter le drapeau de ce parti-là. Il est challengé à l'intérieur de son parti par beaucoup de figures, certaines anciennes et d'autres nouvelles en émergence, et donc cela peut nous laisser penser que s'il y a rendez-vous électoral, ce ne sera pas nécessairement avec les mêmes candidats. Vous polissez votre langage vers la fin, alors que moi j'avais capté, j'avais compris que vous déclarez ces figures qu'on venait de nous présenter là, non partant, s'il y a une élection qui se pointe là. C'est ce que j'ai compris. Je ne suis pas très fan de Paris, mais je peux déjà vous dire que beaucoup de ces éléments-là ne seront pas partants la prochaine fois. Vous avez dessiné, hein, vous avez présenté carrément une ossature de l'environnement politique, du Cameroun politique tel qu'il se présente là. On aurait pu inviter certaines autres formations politiques au débat. Ce n'est pas tellement l'objet ce soir. C'est pour que vos analyses nous servent à comprendre si ce que nous avons entendu par le passé, si ce que nous entendons ça et là, a un sens du point de vue de l'analyse politique. Merci. Prof, passons à l'élection anticipée. Nous avons déjà commencé à parler de ça. Vous avez parlé d'élection anticipée. Vous aussi un peu. Je vous pose des questions et vous répondez. Vous dites que ce n'est pas envisageable. Je reviens sur une question que je vous avais déjà posée. Ce n'est pas envisageable du tout. Je ne détermine pas ce que la nature... Vous faites un distinguo clair que nous connaissons, mais qui est difficile à appliquer dans la réalité du fonctionnement au quotidien, de l'observation de ce qui se passe dans l'arène administrativo-politique nationale. Vous voulez faire absolument un distinguo ce soir entre le parti politique, qu'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, proche du pouvoir, régnant, je ne sais pas quel est le terme qui vous convient, ou vous avez un autre,
vous faites une différence entre le parti politique au pouvoir et le fonctionnement du pouvoir qui est l'administration. Cela se comprend facilement lorsqu'on regarde le Cameroun tel qu'il fonctionne au jour le jour. Je reviens d'abord sur ce qu'on appelle les fondamentaux en sciences politiques, un élément qui concerne ce que vous appelez les élections anticipées. En politique, on décide d'anticiper la date d'une élection quand certaines situations l'imposent. Ouais. Une situation l'impose plus que toute autre. Ouais. Alors évidemment... Vous avez donné tout à l'heure une situation qui l'a imposée à une époque. Parce que effectivement, ceux qui ont besoin d'un mandat trouvent que d'attendre le moment de l'élection tel que le calendrier l'aurait prévu est trop long. Et donc on anticipe, on fait venir avant ce moment-là. Vous ne voyez pas une circonstance qui peut nous l'imposer aujourd'hui, dans un délai proche ou lointain? Je ne vois pas de circonstances autres que celles que la logique m'impose. Maintenant, on peut parier sur la maladie, on peut parier sur une défection, on peut parler sur plein de choses. On peut parier même sur une stratégie. Pourquoi je ne parie pas. Si vous me permettez, je ne joue pas au pari. Il y en a qui aiment ça, qui font courir des chevaux et qui estiment qu'ils vont gagner. Ce n'est pas mon cas. Je prends les éléments tels que la logique me les propose et je les examine. Si vous voulez, on les examine ensemble, mais je ne fais pas de pari. Donc, à ce moment-là, quand je regarde la situation, je me rends compte que certes, de critiquer ce qui se passe, mais maintenant, je lève les yeux vers le sommet et je ne sens pas un sommet soucieux de modifier quoi que ce soit. Vous prenez un exemple, si vous voulez, nous pouvons l'examiner, vous et moi, les situations que connaissent les populations du nord-ouest et du sud-ouest de la République du Cameroun. Qu'est-ce que cela a fondamentalement produit comme changement dans le dispositif gouvernant? Qu'est-ce que cela a modifié radicalement? À quel moment avez-vous senti que cette crise, si on accepte le terme de crise, aurait poussé ceux qui décident modifier leur attitude, leur pratique, leur stratégie? Vous dites, en d'autres termes, que les rencontres comme le grand dialogue national, c'était juste pour amuser la galerie? Non, ne soyez pas grossier. Je veux simplement dire que quand vous considérez qu'il y a une discussion nécessaire et que vous réunissez beaucoup de convives pour aussi parler de la diaspora, aussi parler de la question de la double nationalité, aussi parler de beaucoup d'autres sujets connexes ou annexes, vous videz l'échange de ce qui vous avait semblé essentiel au départ, c'est de faire en sorte que nous discutions tous, Camerounais, de ce qui se passe dans deux régions particulières de notre pays. Je prends un autre exemple, si vous le permettez. Oui, allons plus au loin. Jusqu'à ce que vous preniez la parole dans cette émission ce soir, j'avais pensé, et je pense que je ne suis pas seul, que le gouvernement avait fait un certain nombre d'efforts dans le processus d'ailleurs de la décentralisation. Il y a un certain nombre de choses qui ont été accélérées. Vous savez que le statut particulier a été accordé aux deux régions concernées, dont vous parliez tout à l'heure. Il y a eu cette rencontre de Yaoundé qui a mis ensemble des Camerounais de tous bords, y compris ceux venant des deux régions concernées. Vous estimez que lorsque j'ai dit tout à l'heure, à la suite de votre analyse, que vous pensez, qu'est-ce qui a été fait depuis que c'est pour je ne sais pas ce que vous attendiez, vous allez peut-être nous le dire d'ici là. Vous pensez que tout cela ne peut pas être considéré comme des choses qui ont été faites pour que la crise connaisse ne serait-ce qu'un début de la fin? Prenons deux crises que nous vivons. À l'extrême nord, Boko Haram. Vous aviez à l'époque ce qu'on avait appelé un plan triennal d'urgence. Décrochez votre téléphone, appelez n'importe qui à Marois, à Guidigis, à Golonguini, à Makari, que sais-je encore, et demandez à ce Camerounais, est-ce qu'il a vu l'urgence arriver? Ce plan d'urgence
a été décidée en 2016, si je m'abuse, ou 2015. Une urgence qui attend quasiment 10 ans pour se réaliser. Si vous voulez vous appeler ça urgence, moi dans mon vocabulaire, ce n'est pas de l'urgence. Donc si vous estimez qu'il y a une situation critique et qu'il faut urgemment intervenir pour qu'elle cesse et pour qu'on revienne à une normalité acceptable par les populations, ce n'est pas 10 ans, c'est là immédiatement quand il le faut. Maintenant, nous avons une crise, deuxième crise, dans 2 régions, nord-ouest et sud-ouest de la République du Cameroun. Faisons ensemble le bilan. Il y a aujourd'hui des experts qui travaillent sur le rapport d'étape pour savoir si ce plan présidentiel, je crois que c'est ainsi qu'il s'appelle, a bien fonctionné. Pour l'instant, le rapport n'est pas disponible, donc même l'évaluation n'est pas encore complète. Et deuxièmement, il n'y a pas eu, sauf si s'est passé quelque chose dans la nuit ou pendant que nous préparions cette émission, de changement, d'inversion notable de toutes les situations, que ce soit les actes de violence, que ce soit le retour des déplacés dans leur ville et village d'origine, que ce soit une reprise d'activité dans ces régions-là. Donc, si vous me demandez d'estimer que à ces moments-là où il fallait faire quelque chose de significatif, nous avons réussi à le faire parce que nous avons changé nos dispositifs. Oui, il y avait des particularités accordées dans le fonctionnement de la décentralisation pour ces 2 régions-là, mais ce sont que des concessions qui ont été faites sans qu'elles soient alimentées à la fois par les moyens, en personnel et en matériel, et par la volonté politique qui va avec. Je ne veux pas souligner avec vous la question des effectifs des collectivités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, toutes celles qui existent pour l'instant, régions et collectivités locales, municipalités, parce qu'il peut en exister d'autres, syndicats de communes, etc., sont particulièrement dépourvus en personnel pour animer cette décentralisation. Ok, vous avez une House of Chiefs au nord-ouest et une autre au sud-ouest. Ce que j'ai appelé le statut particulier. Qu'est-ce que ces organes donnent concrètement? Comment ils travaillent au quotidien concrètement? Ont-ils réellement la latitude d'opérer pour un changement concrètement? Vérifions-le ensemble. Soyons ensemble capables de l'analyser. Aujourd'hui, vous avez des questions de projection, d'analyse bien sûr, mais aussi de propositions pour que cette décentralisation, parce qu'on me l'a vendue comme telle, serve à endiguer quelques flots tumultueux et perturbateurs. Les conseils régionaux qui existent depuis quelques mois, qu'ont-ils produit comme changement significatif? Ont-ils travaillé, eux, ces conseils régionaux, si vous permettez, Jolikoum, de façon différente des mœurs de notre administration quand elle était jacobine et centrée sur Yaoundé? Donc c'est bien de tout cela dont moi je voudrais que nous parlions et que nous puissions ensemble examiner si cela non seulement produit des résultats, c'est une question, mais surtout modifier le logiciel, transformer le paradigme, adopter d'autres mœurs et d'autres pratiques. Et ça, je ne le vois pas. Vous ne voyez pas en quoi toutes ces mesures que nous avons énumérées ensemble là, en quoi est-ce qu'elles ont impacté directement la vie des populations, ou alors impulsé le changement de la donne, ou alors permettre une éclosion, un développement des localités concernées. C'est le résumé global de la peinture que vous faites. Et cela m'amène à vous poser la question de savoir, à vous, alors toutes ces mesures-là, je ne voudrais plus mettre un qualificatif, au risque d'être, vous avez dit quoi, grossier? Vous donnez quel qualificatif à ces mesures qui ont été prises et qui, selon vous, semblent être inefficaces? Je ne discute pas de l'efficacité. Je lis les rapports qui rendent compte des résultats et je trouve dans ces rapports des indications qui, ces rapports sont produits par l'administration, sont produits par les services publics, montrent que pour l'instant, il n'y a pas totale satisfaction. Je me contente de lire les rapports.
Je n'invente vous ne pas, qualifiez pas. je n'invente pas une analyse qui serait de mon caprice ou liée à mon envie de ne pas voir les choses avancer. Premièrement. Je voulais vous demander de me prêter un qualificatif pour que je ne sois pas... grossier, c'est ce qui est très gros. Donc si vous ne précisez pas votre analyse, elle reste très grosse, elle reste grossière. Deuxièmement, quand je vois une institution se mettre en place, un conseil régional, et que pendant les 2 premières années de fonctionnement de ce conseil régional, on en est seulement à se discuter des véhicules, des bureaux, de la moquette donc dans les bureaux, la climatisation et que sais-je encore, je ne trouve pas de changement significatif dans les mœurs par rapport à ce que nos administrations font d'habitude face à plein de sujets. Ils disent qu'ils apprennent, non? Qu'ils apprennent à comprendre la décentralisation elle-même, qu'ils s'installent. Vous trouvez qu'ils prennent trop de temps? Non, je trouve que les pratiques restent les mêmes. Je me disais que, parce qu'on a appris quelques leçons, parce qu'on a compris qu'il y a urgence, parce que l'on veut faire mieux et différemment, on se retrouve face à des individus qui pilotent ces institutions comme jamais nos institutions ont été pilotées. Mais je ne vois pas cela. Je ne trouve pas de changement. Donc quand on me dit de vérifier que tout va bien, je me demande si le fait de continuer, je vous ai parlé de plan d'urgence qui met des années à être urgente. À une époque, j'avais fait une mission pour l'Union européenne, c'était en 2018 dans l'extrême nord justement, et on était à 2 ans et quelques de consommation de ce plan triennal, et sur certains projets et programmes, les dossiers d'appel d'offres n'avaient même pas été élaborés. Donc je ne dis même pas les appels d'offres passés, et je dis encore moins les projets en cours d'exécution ou en début d'exécution. Donc quand à ce moment-là, vous n'êtes toujours pas dans la compréhension de l'importance d'une situation et du fait que là, ce que vous aviez l'habitude de faire, ce que vous aimiez faire auparavant, ce que vous avez toujours fait depuis jadis, il faut cesser, il faut faire autre chose. Je reste, et je ne peux pas faire autrement, sceptique. Je peux vous comprendre, vous restez sceptique. Nous, il nous reste très peu de temps pour parler de ces questions-là. Comment est-ce que vous appréciez les chiffres lorsqu'on parle des inscriptions ou des réinscriptions sur les listes électorales? Comment vous analysez et d'ailleurs, nous avons suivi des compatriotes le dire dans le Vox Pop tout à l'heure, c'est-à-dire que l'arme à l'élection, c'est la carte d'électeur. Est-ce que c'est toujours parce que les gens sont au-dessus de la politique, comme on entend dire quelquefois? Qu'est-ce qui explique que les Camerounais ne s'inscrivent pas sur les listes électorales? Pourquoi devraient-ils s'inscrire? Pour voter leur candidat. Pour faire quoi? Vous allez à une élection en tant qu'électeur parce que... Vous êtes d'accord déjà? Je me demande ce qu'il y a d'attrayant. J'ai fait l'expérience il y a quelques mois, quelques années, nostalgique de la grande époque des canons tonnerres qui remplissaient le stade Amadou Ahidjo. J'ai eu envie de voir un de ces matchs parce que c'était l'affiche et la Ligue avait à cette époque-là décidé que le match se jouerait au stade Amadou Ahidjo. Le stade était vide. Mais nous sommes tous les soirs à regarder les championnats européens, les coupes étrangères et nous enthousiasmer pour des équipes qui évoluent à des milliers de kilomètres de chez nous. Donc ce qui est attractif donne évidemment envie de faire tous les efforts, d'acquérir la carte d'électeur, de se déplacer le dimanche pour aller voter, de suivre son vote, de rouspéter si le résultat ne nous convient pas, oui. Mais quand il n'y a pas d'intérêt, quand il y a quelque chose de relativement terne, quand entre les propositions vous faites très peu de différence, quand de toutes les façons vous savez que vous allez voter pour votre oncle du village et pas pour le Cameroun et son meilleur futur, pourquoi voulez-vous que nous allions au-delà du plafond aujourd'hui atteint par Elecam en termes de conversion des Camerounais en électeurs encartés et motivés?
Non, nous sommes arrivés à un niveau de saturation. Pour dépasser ce niveau-là, il faudrait une vie politique, Cameroun politique, une vie politique plus attrayante. Il faudrait des acteurs politiques qui nous donnent envie de les suivre. Il faudrait des projets que nous sentions comme étant capables d'inverser certaines choses dans notre pays. Il faudrait beaucoup de choses qui, pour l'instant, ne sont pas réunies pour que nous remplissions les fichiers électoraux de façon convenable. Un tableau qui n'est pas beau, hein, si on vous suit par rapport à notre environnement politique national. À qui la faute? À nous tous. Les acteurs qui ne savent pas produire un spectacle de qualité, et nous, les électeurs, qui de toutes les façons, avons très peu d'envie, sauf quand elles sont égoïstes ou tribalistes, et surtout très peu d'imagination pour justement arriver à, comment dirais-je, rendre cette vie politique, ce Cameroun politique, particulièrement, je dirais, intéressant à tout point de vue. Quand le seul souci, je ne le néglige pas, je comprends qu'il soit important pour chacun, c'est rajouter des infrastructures à celles qui existent, augmenter les kilomètres de routes bitumées, que sais-je encore, les voies d'accès, les bâtiments, les équipements, mais qu'à aucun moment nous demandions à ceux, hommes ou femmes politiques, qui veulent nos suffrages, de travailler sur les problèmes de société, la drogue, la violence, les femmes battues, donc la violence, les enfants de la rue. On est aujourd'hui très peu soucieux de la variété des sujets qui se posent à nous, et donc très peu envieux, désireux de pousser les acteurs politiques vers des questionnements qui seraient ceux, si on les travaille et si on y apporte des réponses, qui modifieraient notre Cameroun. Quand vous avez 5, 6, 10 candidats qui vous disent « avec moi, il y aura plus de routes, il y aura plus de communication, il y aura plus de marchandises vendues, exportées, il y aura plus de lycées, centres de santé fournis », quel est votre intérêt pour préférer A plus que B? Il n'y en a aucun. Si vous avez maintenant quelqu'un qui vient devant nous, Camerounais, pour nous expliquer que on va travailler sur le Cameroun numérique, on va travailler sur le Cameroun bio, énergie renouvelable, développement durable. Si vous avez quelqu'un qui vous dit fondamentalement, moi, mon projet pour le Cameroun, c'est la culture, la tradition, nos valeurs, l'ancestralité et que sais-je encore, là, à ce moment-là, vous avez quelque chose qui est différent. Je ne dis pas que j'y souscris à 100%, mais qui donnerait à la vie politique quelque chose d'attrayant, parce qu'il y a des propositions qui se différencient donc et qui sont susceptibles de nous faire hésiter et de nous donner envie d'essayer. Maintenant, une fois que vous avez à la fois la durée des gens qui sont depuis si longtemps, qu'on a compris qu'ils ne pouvaient pas changer grand-chose, ou d'autres qu'on estime comme ayant appartenu trop longtemps à ce système, incapable de pouvoir le modifier, même s'ils disent « Ah, c'était peut-être une erreur, c'était un moment, c'est une stratégie, c'est la raison pour laquelle on était là-bas et maintenant on n'y est plus », ce n'est pas suffisant pour faire d'une vie politique. Le Cameroun politique dont vous parlez ne peut pas seulement être établi sur ces bases-là, il faut quelque chose de beaucoup plus consistant et surtout, je le répète, de beaucoup plus innovant. Je ne vous pose plus la question, parce que vous l'avez dit d'entame, vous faites partie de ceux qui appellent le changement. Et vous l'avez essayé de le dire en présentant des situations telles qu'elles sont. Vous dites également de manière sous-jacente telle qu'elle devrait être. C'est pour ça que la question que faire pour que le changement que nous voulons se fasse, je ne vais pas vous la poser, en vous invitant à accepter que nous prenions une respiration parce que nous allons passer à une autre articulation de cette émission qui est consacrée à l'actualité. Et ce soir, nous allons parler de 3 petits sujets. Petits parce qu'on ne met pas beaucoup de temps sur des questions d'actualité. Madame, Monsieur le Grand Salon, la suite, à tout de suite.
Nous rentrons dans la rubrique actualité de cette émission. Prof, vous lisez beaucoup, vous suivez les médias, vous êtes un acteur de médias. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez les médias ou les titres de journaux faire un focus des uns sur Gongo OTCS, pendant que dans les mêmes environnements, dans les mêmes médias, vous avez d'autres titres qui semblent dire carrément le contraire. Ça vous explique quoi? Que nous sommes mal embarqués. Que nous sommes mal embarqués. Oui, parce que... Soyons plus clairs. Finalement, tout ce qui nous intéresse, ce sont nos passions. Tout ce qui nous pousse, ce sont nos émotions. Et nous avons comme cela, vous avez parlé du SGPR, comme on dit ici, on pourrait parler de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Vous avez des dispositifs, des institutions qui sont figurés des individus, soit que l'on déteste totalement, soit que l'on adore totalement. Et chacune de leurs sorties, chacun de leurs propos, tous les actes posés, soit passionnent, émeuvent, enthousiasment les supporters, les laudateurs, soit au contraire agacent et poussent à la colère les opposants et ceux qui sont totalement contre ces individus. Et dans cet affrontement des partisans et des opposants, il y a tout sauf de la lisibilité, c'est-à-dire que l'on ne cherche pas à voir le fond des problèmes, à creuser les questions, à déterminer si, du point de vue, je reviens sur la question de la logique, les choses telles qu'elles ont été pratiquées ou pas sont justes, sont normées, sont normales. Et par ailleurs, évidemment, tout devient question de personnes et non pas question de république ou de démocratie ou d'avenir du Cameroun. Et c'est ce qui se passe. Et comme chacun... Donc ce sont des passions qui se déchaînent. Seulement, exclusivement, essentiellement, tout le temps. Mais lorsqu'il y a un fait qui est avéré, on peut au moins dire que le fait est là. Et que les passions... Quel est le fait qui est avéré? Je ne voudrais pas me prononcer sur cette question-là. Chacun... Je vous ai posé un sujet qui concerne une personnalité de la République. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Vous, en expliquant cela, des camps, des clans ou des médias, vous l'avez dit, mais vous avez même déjà fait une sorte d'enjambée sur le football en parlant de Samuel Eto'o. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais je veux dire, est-ce que la passion prime sur l'objectivité, de votre point de vue, de l'analyse? Mon point de vue, effectivement, est que l'on est très peu objectif et plus passionné. Quand on discute, très peu ont lu parfois même le document sur lequel il semble se fonder, les uns ou les autres. Mais comme on l'aime, on dit qu'il a forcément raison. Comme on le déteste, on dit qu'il a forcément tort. Et à aucun moment on ne prend le document, on ne prend le fait avéré que vous relevez, et on l'examine en oubliant les noms, en oubliant les personnages, en oubliant les personnalités. Donc, à chaque fois, ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas sots et qu'ils existent notamment car ils ont une certaine malice, ces gens-là savent très bien que ce qu'ils vont faire va agacer et que de toute façon, ils peuvent tout faire parce qu'ils ont aussi leurs fidèles supporters. Et ils avancent ainsi. J'en viens parfois à penser que ce que nous certainement provoqué par justement ces gens-là qui soit veulent nous tester en disant on va voir s'ils vont aimer ou détester, ou alors en disant pendant qu'ils vont s'exciter pour ou contre cet élément, la vérité, celle que vous défendez, celle qui existe certainement, continuera son petit chemin très très loin de nos regards passionnés. Et je m'étonne qu'après tant d'années de pratiques similaires, aujourd'hui
On a cette figure du SGPR, comme on l'appelle, visieux. Enfin, il y a beaucoup de vocables qui sont... Il a afflué de beaucoup de qualificatifs. On oublie que beaucoup d'autres avant lui ont fait la même chose. Et beaucoup d'autres avant lui se sont aussi amusés à justement faire vivre nos passions pendant que la République, elle, continuait soit péniblement à avancer, soit au contraire à réussir à gagner et à finalement l'emporter sur les intérêts et la fatalité. Donc je regarde le jeu, la communication, et je m'étonne que nous soyons encore étonnés aujourd'hui de tant de désordre, tant de brouhaha, beaucoup de bruit, beaucoup de fruits. Vous faites la même lecture, le même commentaire sur la question de la Fédération camerounaise de football. Ça fait jaser, hein? Oui, Samuel Eto'o est une personnalité clivante. J'ai parlé de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o est une personnalité clivante. Vous ne faites pas de distinguo entre les deux? Lui ne fait pas de distinguo. Il a personnalisé la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football, je crois que l'un de vos ex-confrères a dit que, ou on a dit de lui qu'il ne devait plus faire partie du comité exécutif, parce que justement, les instances collégiales qui sont supposées accompagner le président dans la prise de certaines décisions ne fonctionnent plus amplement. Et donc aujourd'hui, et ce que les amis de Samuel Eto'o ont voulu, c'est que cela soit la figure de Samuel Eto'o qui signifie et représente le football au Cameroun, et que la FECAFOOT ne soit pas une institution avec son organisation, ses règles, mais que ce soit Samuel Eto'o. Et donc aujourd'hui, ceux-là qui le voulaient ont gagné et ont réussi à imposer leur choix. Et bien sûr, tous ceux qui n'aiment pas Samuel Eto'o par ailleurs trouvent que justement, là où il fallait faire vivre une institution, là où il fallait faire exister une entité qui devait normer le fonctionnement du football au Cameroun, eh bien, on se retrouve encore avec du Samuel Eto'o comme au temps où il était joueur sur un terrain avec ses coéquipiers. Donc là encore, on est dans le bruit, on est dans la fumée et pas du tout dans simplement la vie d'une organisation, d'une association, parce que c'est une association qui sereinement, avec plus ou moins parfois de rattrapage ou de recadrage, fait le travail pour lequel elle a été mise en place. Au tout début de cette émission, on a parlé un peu de sport. Vous êtes un sportif, vous aimez le football. D'ailleurs, vous l'avez déjà évoqué au moins une fois, je crois, depuis que vous avez pris la parole ici, en faisant allusion au championnat et des stades qui sont restés jusqu'à aujourd'hui désespérément vides. Vous, est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont les choses se passent en ce moment, en parlant de l'organisation du football, que ce soit au plan national ou à la participation du Cameroun aux échéances internationales telles que la Coupe du Monde qui arrive? On ne parle pas d'organisation du football, à mon sens. En tout cas, je peux éventuellement me tromper. Ce que l'on entend et ce qui est fait tous les jours, c'est le contrôle de l'équipe nationale de football, qu'on appelle les Lions indomptables, le contrôle de l'entraîneur, le contrôle de l'équipementier, mais pas de l'organisation du football. Le football, ce sont les gamins dans les rues, dans les quartiers qui tapent dans un ballon. Le football, c'est ces vétérans que nous sommes qui, le dimanche, retrouvent dans ce qu'on appelle les 2-0. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de football féminin. Où est le championnat féminin? On ne parle pas des corpos. Vous vous souvenez qu'à une époque, on ne parle pas de ça. On parle des Lions indomptables. Ce n'est pas évidemment hors du football. On parle aussi du championnat, non? Qui a repris alors qu'il était en arrêt. Qui est le champion? Non, vous en parlez. Dites-moi qui est le champion, qui est deuxième, qui est relégable. Donc on ne parle pas de ça. On se dispute sur un sujet, l'argent, et on manœuvre autour d'une question, le pouvoir. Ce n'est que ça. Après, vous pouvez appeler ça football, mais ce n'est que de l'argent et du pouvoir. Donc pour l'instant, je ne suis pas satisfait. Avec tout ce que ça déchaîne comme passion, des camps qui s'affrontent. Là encore les passions. Mais dans 5 ans ou dans 10 ans, on n'aura pas un championnat qui remplit les stades, qui se joue devant des stades pleins.
on n'aura pas une équipe camerounaise capable, comme à une époque jadis, de disputer des finales de Ligue des Champions. Je ne sais même pas si on ne sera dans la fameuse Super League que la CAF nous promet. Le président Boutsepe et le président Infantino en ont parlé, qui devrait réunir les meilleures équipes d'Afrique pour un super championnat avec beaucoup de millions, milliards. On peut vous accuser d'être pessimiste. Réaliste. Réaliste. Après, maintenant, le réalisme peut ne pas vouloir vous dire des choses que vous avez envie d'entendre, mais ce n'est que du réalisme. Aujourd'hui, là où nous en sommes, quel club camerounais tel que notre football, paraît-il, serait structuré, organisé, soutenu, défendu, financé, aurait la possibilité de challenger les grands clubs d'Afrique du Nord, ceux d'Afrique du Sud, qui trustent toutes les premières places ou les places d'honneur ou les places importantes dans les grandes compétitions continentales organisées par la CAF. Merci prof, nous allons continuer. Je m'en voudrais de ne pas vous poser une question sur la rentrée scolaire. Vous êtes enseignant, la rentrée scolaire qui cache également la rentrée académique. Sur fond de menaces, est-ce qu'on doit appeler ça les sécessionnistes? Il y a des mots d'ordre selon lesquels il ne devrait pas avoir rentrée scolaire à partir du 5 septembre prochain. Surenchère, juste faire de la rentrée un fonds de commerce. Comment est-ce que vous accueillez en 2022, depuis que la crise existe, qu'on dise encore aujourd'hui que les sécessionnistes annoncent qu'il y aura boycott de la rentrée scolaire? Bis repetita, plus que bis, parce que les répétitions sont nombreuses. Je constate qu'à chaque mois d'août, on revient sur les mêmes sujets, les mêmes menaces et la même affirmation du gouvernement que la rentrée aura lieu. Et je ne vois pas de changement, parce que pendant ce temps-là, il y a moins d'enfants dans les écoles de ces régions-là du nord-ouest et du sud-ouest, et qu'il n'y a pas de mesures pour permettre soit que ces enfants reviennent dans leurs écoles, celles de leur village, soit pour accompagner les dispositifs scolaires des régions avoisinantes qui accueillent les déplacés et qui donc ont besoin de plus de solidarité de la part de la nation pour remplir ce rôle-là. Donc là encore je m'étonne, personne ne se dise que finalement ces stratégies ne sont pas gagnantes et qu'il faudrait repenser justement à la fois la façon dont on veut faire la rentrée, si on est du côté du gouvernement et des officiels, et la façon dont il est inutile, parce qu'il n'est pas important ou intéressant, en fait productif, de toujours menacer seulement les enfants en période de rentrée, parce que finalement, ni les enfants, ni le Cameroun, ni ceux que vous appelez peut-être sécessionnistes, ni qui que ce soit, ne trouvent raison intérêt à ce que les enfants n'aillent pas aller. Et pouvoir dire à la fin, je suis le plus fort et j'ai gagné. Ben, je saisis donc en relation avec ce que vous avez déjà dit un peu plus haut en parlant de la contribution de l'État pour endiguer ces différentes crises, si le mot est valable, si le mot est validé, que ce soit à l'extrême nord ou dans le nord-ouest et le sud-ouest. Au moins sur le plan militaire, si l'État n'avait pas gonflé le muscle, vous pensez que la situation ne serait pas terrible dans les deux cas? Quelqu'un avait dit, la guerre est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux militaires. Je crois que la sécurité est une affaire très sérieuse qui ne doit pas être confiée aux seuls sécurocrates. Une chose est, vous dites, gonfler les muscles et de montrer sa force et de l'imposer. Une autre est de gagner parce qu'on a montré sa force. Ce que vous pouvez espérer comme cessation de violence pendant un temps que vous appréciez et qui vous permet de dire j'ai réussi, vous pouvez le perdre sur de longues années, bien après, parce que vous avez créé des mécontentements, parce que vous avez produit une rupture. On n'avait pas réglé la question au fond. Et surtout, vous avez décidé que c'est la force et la force seulement qui est le moyen
pour le système de communiquer avec la population. Et moi, je suis très inquiet de voir à quel point on s'accommode de l'idée que finalement un gouvernement est là pour lutter contre sa population et non pas là pour permettre à la population de se défendre contre tous les malheurs, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire et autres qui la menacent. Que nous ayons un ennemi étranger qui veuille s'imposer sur notre sol et que nous soyons tous ensemble pour le repousser, on peut en discuter, mais c'est légitime. Mais que finalement, tous les Camerounais finissent par avoir peur d'un policier, d'un gendarme supposé les protéger, cela devient, à mon sens, parfois inquiétant. C'est quand même pas le cas aujourd'hui. Tous les Camerounais n'ont pas peur d'être à côté d'un policier ou d'un homme, d'un militaire ou d'un gendarme. Allez le dire aux parents des 9 de Bupanda. Après Bupanda, vous allez citer quoi? Je vais citer beaucoup de situations. Vous avez vu des images, il y a des vidéos qui montrent des civils s'en prenant à des hommes en tenue avec un béret par exemple. Donc il y a même parfois des députés de la nation à qui c'est arrivé. Donc je crois que ce genre d'image nous questionne sur la relation que nous avons avec des forces dites de l'ordre. Bref, nous allons sortir de cette émission dans quelques instants. C'est une tradition ici, hein, on va parler un peu de vous-même, en 1 minute ou 2, si cela vous convient. Je ne vois pas de problème. J'ai rencontré quelqu'un qui vous connaît, qui me connaît, qui sait que j'échange avec vous, et qui disait, j'ai appris que vous recevez professeur Stéphane Akoa. Ben, il faut lui demander, c'est quoi sa sobriété là? Pourquoi il veut se passer pour un homme moins qu'ordinaire? La question est déjà posée, prof. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce descriptif? Je trouve cette question non pas embarrassante, mais parfois je la juge un peu étonnante. J'avais noté, j'ai pris mon conducteur là parce que je l'avais noté dans mon conducteur. Il a exactement parlé de sobriété énervante. Je laisse le qualificatif à l'appréciation de celui qui l'a utilisé. Je trouve que faire beaucoup de bruit ne mène à rien. Je trouve qu'être inutilement démonstratif ou particulièrement exubérant ne correspond pas à ce qu'au fond nous devons être pour les autres. J'estime que si je donne ou si je reçois, j'ai pas besoin d'aller le raconter sur les réseaux sociaux. Je crois que si simplement j'ai besoin de quelques aliments pour me sustenter, il est inutile que j'aille dans un lieu juste pour m'attabler devant des plats débordant de victuailles. Ce n'est que ça. Le trop ne me que l'on est regardé par d'autres me semble justement à la fois dangereux parce que c'est le regard de l'autre qui nous détermine. Vous prenez ça, ça vous vient d'où? De grand-père pasteur ou de père magistrat? Institutrice? Oui, parce que c'est pas ce moule-là qui fabrique. Il y a évidemment, oui, dans l'éducation, on est organisé. Le matin, en mettant un vêtement, vous êtes aussi bien habillé et couvert que celui qui passe des heures dans la salle de bain à essayer de trouver un costume hors de prix pour que dans la rue tout le monde se retourne sur lui. Vous finissez par choisir la première solution, qui est cette sobriété, plutôt que l'exubérance qui ne rapporte rien au fond, puisque l'essentiel c'est d'être vêtu et de se déplacer. N'empêche que vous habitez le quartier Bastos à Yaoundé. C'est pas à la portée de tout le monde.
Sur Bastos, le travail que je fais actuellement s'intitule Bastos village, ville, village. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je constate que Bastos est redevenu un village et cesse d'être la ville, y compris au sens de ce côté élitiste que l'on prête au quartier Bastos. Donc finalement, le fantasme, l'imaginaire yaoundéen qui fait de Bastos un quartier à part, a, de mon point de vue, depuis longtemps disparu. Il est devenu un quartier très ordinaire et même parfois on y trouve des choses pires que dans certains quartiers tout à fait normaux de la classe moyenne yaoundéenne. N'empêche que vos voisins, c'est des membres du gouvernement, c'est des personnalités de tous bords, c'est des diplomates, des ambassadeurs et tout le reste, n'empêche. C'est le village. Il y a des membres du gouvernement qui habitent, il y a un secteur qu'on appelle Nyom, à 5-10 minutes d'ici, et c'est bien loin de Bastos. Ce sont des exceptions qui confirment la règle. Exactement, on peut le voir ainsi. Merci beaucoup d'être venu. Comment va Madame Akoa? Plutôt bien, je l'espère. En tout cas, en allumant mon téléphone tout à l'heure, j'aurai de ces nouvelles, si elle a pu regarder. Et je pourrais vous dire, mais les caméras auront cessé de fonctionner, si tout est OK. Merci d'être venu. Merci de m'avoir reçu et de m'avoir donné ce temps d'échange avec vous. J'ai beaucoup appris, j'aime bien ça aussi. Nous allons vous inviter à d'autres occasions qui s'annoncent sur notre chaîne de télévision. Nous sommes en perpétuel depuis quelque temps. Réaménagement pour essayer de redonner une autre couleur à notre antenne. Encore une fois, merci d'être venu et nous vous souhaitons un très bon retour dans votre quartier. Bastos. Merci. Merci. Je vous ferai un petit message quand je serai rentré chez moi. Merci. Alors, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de production de Yaoundé et de Douala et par ma modeste voix, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres ce soir encore dans le cadre de cette autre édition de votre magazine TV, Le Grand Salon. Bonsoir et